Aujourd'hui, on se plonge dans une grosse montagne de notes, de recherches qui tournent toutes autour d'une méthodologie bien précise. Moi, une approche vraiment différente. Exactement. Et pour cette analyse en profondeur, on agit dans le fond comme la voix d'Instruct4 Inc. C'est cette firme québécoise qui est devenue la référence incontournable en stratégie, en formation et en design corporatif. C'est clair? Et l'idée aujourd'hui, c'est pas de faire un cours magistral ou de lire un manuel plate. Non, vraiment pas. On va pas réciter une nomenclature sans fin d'auteurs ou théories complexes. On va plutôt distiller l'essence de tous ces documents-là en appliquant la philosophie même d'Instruct4. Qui est d'innover, structurer et former. Tellement, c'est en plein ça. Et pour donner une direction claire à toute cette réflexion-là, il faut poser la question fondamentale. Celle qui émerge de nos textes et qui va servir de fil conducteur à notre échange aujourd'hui. Je t'écoute. La vraie question, brutale mais absolument nécessaire quand on parle d'affaires, c'est de demander aux dirigeants, avez-vous un plan de croissance à 12 à 36 mois aligné avec vos ressources financières réelles? Ouf, ouais, c'est direct. Parce que c'est là que tout se joue, tu sais. C'est la ligne de démarcation entre une entreprise qui survit péniblement au jour le jour et une organisation qui prospère sur le long terme. Bon, décortiquons ça. L'objectif de notre discussion, c'est très exactement de comprendre comment éviter de faire partie de cette statistique terrifiante qu'on voit partout. Ah, les fameux 80 %. C'est ça. 80 % des entreprises qui ferment leurs portes après seulement 3 ans d'existence. Et le pire, c'est que la lecture attentive de nos sources montre que cet échec-là, c'est presque jamais dû à une crise économique invisible ou à un mauvais produit. Ou à de la malchance. Non, c'est tout simplement par manque de structure financière et stratégique. Ça commence très souvent par un piège classique dans lequel tombent les nouveaux dirigeants, l'illusion absolue du chiffre d'affaires. Oh que oui, le fameux top line. Pourquoi autant de leaders se concentrent uniquement sur l'argent qui rentre sans jamais regarder avec la même attention l'argent qui sort? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la confusion psychologique entre le mouvement et le progrès. Beaucoup de dirigeants développent cette fausse croyance-là que si le compte en banque bouge beaucoup, si l'argent entre à flot, c'est que l'entreprise va bien. On entend constamment cette phrase-là dans le milieu, genre « tout l'argent gagné est réinvesti dans l'entreprise pour la faire grossir ». Oui. Sauf que si les opérations génèrent aucun bénéfice réel au final, réinvestir tout cet argent-là, c'est pas une stratégie de croissance. C'est simplement financer sa propre perte à plus grande échelle. Et accélérer sa chute, dans le fond. Exactement. Gagner de l'argent et profiter de cet argent pour bâtir une fondation solide, c'est deux mondes complètement différents. Et c'est l'approche même d'Instruct4. Une exécution impeccable couplée à une gestion d'une rigueur implacable. Parce que les grandes idées créatives valent rien sans cette discipline d'exécution-là. C'est ça. Il y a d'ailleurs cette anecdote incroyable dans nos notes à propos d'un entrepreneur qui a bâti un véritable empire. Au tout début de son parcours, pendant des années, on pourrait s'imaginer qu'il travaillait dans un grand bureau vitré au centre-ville pour projeter une belle image de succès. Loin de là, tu sais. Les documents racontent qu'il travaillait 7 jours sur 7 depuis un tout petit local sans fenêtre. Un truc d'à peine 8 mètres carrés. Un garde-robe, genre? Essentiellement, oui. Un ancien garde-robe converti en bureau. Il n'y avait pas de voiture de luxe payée par la compagnie, pas de dépenses folles en marketing de vanité. Pas d'équipement de dernier cri juste pour épater la galerie ou les concurrents non plus. Seulement une discipline de fer sur la colonne de revenus et la colonne des charges. Et avec cette rigueur mathématique-là, cette entreprise est passée de 0 à 4 millions de dollars de chiffre d'affaires en moins de 4 ans. C'est fou pareil. La croissance phénoménale commence toujours par cette discipline presque spartiate. Il faut maîtriser son propre compte de résultats immédiatement. Pas attendre après le comptable. Surtout pas. Attendre 5 mois que le comptable externe envoie un rapport rétroactif pour savoir si l'entreprise gagne ou perd de l'argent, c'est comme conduire une voiture sur l'autoroute avec les yeux bandés. Et demander aux passagers d'écrire le paysage d'il y a 3 kilomètres. C'est en plein ça. Ça n'a pas d'allure. Et c'est exactement pourquoi un diagnostic stratégique comme ce que propose l'évaluation ECO chez Instruct4 est si crucial avant de faire le moindre mouvement audacieux. On ne peut pas naviguer à l'aveugle dans un marché compétitif. Non, il faut des données claires. Fait que concrètement, quand on regarde sous le capot, quels sont les indicateurs vitaux à surveiller pour s'assurer que ce fameux plan de 12 à 36 mois tienne la route? Le premier indicateur qui ressort constamment de ces analyses, c'est le BE. L'excédent brut d'exploitation. Ça sonne un peu lourd comme terme comptable. Oui, ça peut sembler lourd, mais c'est simplement la mesure de la richesse réelle créée par l'opération pure de l'entreprise, avant même de s'occuper des impôts, des amortissements ou du remboursement des dettes.
Donc, ça répond à la question, est-ce que ce qu'on fait tous les jours pour livrer notre produit a du sens financièrement? Absolument. Ensuite, il y a la trésorerie, le cash. C'est littéralement l'oxygène du projet. Une entreprise peut être hyper rentable sur papier, afficher des marges de profit immenses et mourir d'asphyxie la semaine suivante. Juste parce qu'elle n'a pas les liquidités dans son compte pour payer ses fournisseurs ou la paie de ses employés à la fin du mois? Exact. Et le troisième pilier, c'est le ratio d'endettement. L'idéal absolu pour démontrer une solvabilité réelle, c'est de se rapprocher de 1. C'est le point où les capitaux propres de l'entreprise couvrent l'intégralité des dettes contractées. Ce qui ramène tout ça à la notion d'intelligence financière. Si on résume la pensée de nos sources, accumuler plus qu'on dépense, c'est la base de tout. Mais est-ce que c'est vraiment juste une question de couper les dépenses aveuglement? C'est beaucoup plus nuancé que ça. L'intelligence financière, c'est d'abord la capacité d'un leader à faire la différence claire entre un actif et un passif. OK. Un actif met de l'argent dans les poches de l'entreprise, de façon prévisible, même quand personne travaille activement dessus. Un passif en enlève. Et la ligne devient floue quand l'ego s'en mêle, j'imagine. Vraiment. Beaucoup de dirigeants confondent des dépenses de statut avec de véritables actifs. Mais on pourrait facilement argumenter qu'avoir des bureaux luxueux au centre-ville ou du mobilier de designer pour accueillir les clients, c'est un actif pour le moral des employés et l'image de marque globale, non? C'est la justification classique et c'est un piège redoutable. Si ces bureaux luxueux ne génèrent pas directement un retour sur investissement mesurable, s'ils n'augmentent pas la capacité de production ou les ventes de manière prouvée, ce n'est pas un actif. C'est juste une dépense. C'est un passif qui draine la trésorerie mensuelle. L'image de marque est importante, mais elle ne paie pas les factures. Si on ne fait pas cette distinction-là avec une honnêteté brutale dès le départ, le plan de 36 mois s'effondre avant même la fin de la première année. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois que cette fondation financière est assainie et qu'on arrête de saigner du cash inutilement, on entre enfin dans la véritable phase de croissance. La phase le fun. Oui. Et dans les notes qu'on analyse, il y a une idée reçue monumentale qui est complètement démolie, l'illusion qu'il faut absolument réinventer la roue ou avoir une idée jamais vue pour réussir. Le fameux mythe du génie. Exact. On a tous cette image romancée du génie qui a une illumination sous la douche et qui crée un tout nouveau marché de zéro. Si on regarde l'histoire des affaires de près, c'est un mythe tenace et particulièrement dangereux. Les plus grands géants mondiaux ont presque jamais inventé leur secteur. Comme Google, par exemple. Google n'était pas le premier moteur de recherche et on avait des dizaines avant eux. Amazon n'a pas inventé la vente par correspondance ou le commerce en ligne. Fait que le succès commercial, c'est pas d'avoir une idée brillante que personne n'a jamais eue. Non, c'est une recherche acharnée de compétences clés et une exécution largement supérieure à la moyenne de l'industrie. C'est la qualité de la structure qui bat l'innovation pure à tous les coups. Et pour structurer cette exécution-là, les documents parlent d'abandonner purement et simplement la planification annuelle classique. Ça semble totalement contre-intuitif quand le but est justement de bâtir un plan de 12 à 36 mois. Pourquoi vouloir détruire l'année traditionnelle? À cause de la psychologie humaine et de la loi de Parkinson. Ah oui, la loi de Parkinson. Notre cerveau est fait de telle sorte que si on lui donne 12 mois pour accomplir un objectif de vente, il va prendre 11 mois et demi pour s'y mettre vraiment. Le travail s'étire pour remplir le temps disponible. C'est tellement vrai. C'est là qu'intervient le concept de l'année de 12 semaines. Au lieu de penser en trimestres interminables, on traite chaque période de 12 semaines comme une année complète, avec ses propres objectifs. Fait que concrètement, chaque jour de travail devient l'équivalent d'une semaine entière et chaque semaine compte pour un mois complet dans la tête de l'équipe. C'est le changement de paradigme fondamental. Ça crée un sentiment d'urgence extrêmement sain au quotidien. On n'a plus le luxe de se dire au mois de mai, « Ah, c'est pas grave, on rattrapera nos chiffres de vente en novembre. » Parce que novembre, dans ce modèle-là, c'est beaucoup trop loin. Si une semaine est mauvaise dans le système de 12 semaines, c'est comme si l'entreprise venait de perdre un mois complet. Ça force une clarté absolue sur les priorités et ça élimine la procrastination. C'est le moteur parfait pour accélérer le plan de croissance. Mais l'application de ce moteur dépend beaucoup de l'état de l'entreprise, non? Nos sources décrivent 3 stades de vie bien distincts pour une organisation, l'enfance, l'adolescence et la maturité. Ouais. Et on ne gère pas un adolescent en pleine crise comme on gère un adulte responsable. C'est sûr. La première phase, l'enfance, c'est la phase de démarrage. C'est très romantique, mais dangereux. Le fondateur fait absolument tout. Il vend, il fabrique, il fait la comptabilité le soir. Le résultat inévitable, si ça dure trop longtemps, c'est l'épuisement total. Le fameux burn-out de l'entrepreneur. Ensuite vient l'adolescence. Le volume augmente,
le fondateur réalise qu'il peut plus tout faire seul, alors il commence à engager du monde. Et c'est souvent là que ça déraille complètement. On délègue, mais on délègue mal. On engage des gens sans avoir de processus clair documenté, ce qui crée un chaos monstre à l'interne. Un vrai bordel, pour utiliser un mot simple. Et face à ce chaos-là, le réflexe du fondateur, c'est souvent de reculer et de vouloir tout reprendre en main. Mais dans la réalité quotidienne, au stade de l'adolescence, où les marges sont minces, est-ce qu'on a vraiment les moyens financiers de payer quelqu'un d'autre pour faire ces tâches-là? C'est la grande peur qui paralyse les dirigeants. Mais la vraie question stratégique, c'est a-t-on les moyens de ne pas le faire? C'est ici qu'intervient la notion cruciale de racheter son propre temps. Comment ça fonctionne exactement? Disons qu'on évalue l'heure d'un dirigeant à 400 $ en termes de valeur générée lors de partenariats ou de grosses ventes. Si ce dirigeant passe 2 heures de son après-midi à faire de la saisie de données qui coûte 100 $ de l'heure sur le marché, il ne vient pas d'économiser 200 $. Il vient littéralement de jeter 600 $ par les fenêtres de son entreprise. Exactement, parce qu'il n'a pas utilisé ces 2 heures-là pour générer de la vraie valeur à 400 $. C'est un coût d'opportunité massif. Et si l'organisation réussit à passer au travers de cette crise de l'adolescence sans abandonner, on arrive à la 3e phase, la maturité. La maturité, c'est le moment de grâce où l'entreprise fonctionne grâce à des systèmes robustes et non plus grâce à l'héroïsme d'individus indispensables. Pense au modèle d'une grande franchise. Où tout est documenté étape par étape. C'est ça. L'équipe peut délivrer le même résultat impeccable jour après jour, que le fondateur soit dans le bureau d'à côté ou en voyage à l'autre bout du monde. C'est ça, la vraie structuration selon l'approche Instruct-FAR. Mais pour y arriver, il faut appliquer de manière radicale la règle des 955. On entend constamment parler du 80-20, le principe de Pareto. En quoi le 955 de nos textes est différent? C'est beaucoup plus agressif. L'idée centrale, c'est de passer seulement 5 % de son temps sur les activités clés, ce qui rapporte le plus financièrement, ce qu'on aime profondément faire, et ce dans quoi on excelle de manière unique. Et pour le 95 % du temps qui reste? Il faut utiliser la boucle du rachat. Auditer, transférer, remplir. Sur le plancher des vaches, ça ressemble à quoi cette boucle-là? Prenons un dirigeant qui fait l'audit de sa semaine. Il réalise qu'il passe 15 heures à réviser des contrats de base. Il doit transférer cette tâche à un logiciel ou à un employé compétent. Mais l'erreur fatale, ça serait de s'arrêter là et d'utiliser ces 15 heures-là pour jouer au golf. Ah, le fameux mythe de travailler moins pour se reposer plus. L'étape cruciale, c'est de remplir ce temps libéré par des actions du fameux 5 %, comme négocier des contrats majeurs ou optimiser le plan 36 mois. Sinon, on frappe violemment la ligne de douleur, ce plafond de verre où la croissance devient physiquement impossible. C'est fascinant parce que se libérer de ce temps-là grâce au système, ça donne enfin l'espace mental pour faire ce qui compte vraiment. Se positionner sur le marché, vendre activement et créer de véritables leviers. La création de leviers, le leverage, c'est le secret absolu de l'expansion moderne. L'objectif, c'est de démultiplier les résultats sans augmenter les heures de travail. Historiquement, le modèle de base, c'est d'échanger son temps contre de l'argent. Mais c'est une limite physique insurmontable. Même un chirurgien de grand talent qui gagne des centaines de dollars de l'heure va finir par manquer d'heures dans sa journée. S'il veut multiplier ses revenus par 10, il a tout simplement pas assez de temps dans une vie humaine. Il est complètement plafonné par l'horloge biologique. Le vrai levier moderne, c'est d'utiliser ce qui a un coût marginal de réplication quasi nul. Le code informatique, les médias, les processus numériques standardisés. C'est des travailleurs invisibles qui opèrent 24 heures sur 24 sans jamais prendre de pause. Fait que quand on crée une plateforme de formation en ligne ou un programme de design corporatif une seule fois, on peut le distribuer à 1 million de personnes sans que ça coûte 1 heure de travail de plus. Exact. C'est ce levier technologique-là qui permet de soutenir un plan de croissance ambitieux. Et pour alimenter ces leviers, il faut une machine d'acquisition bien huilée. Les sources mentionnent souvent des termes comme le SEO, l'inbound marketing ou la définition des personas. Comment ça se traduit sur le terrain sans se perdre dans le jargon, hein? Pour démystifier ça, c'est simplement l'art de s'assurer que lorsqu'un client potentiel cherche une solution sur Internet, c'est notre entreprise qu'il trouve en premier. C'est l'opposé de la vieille méthode d'aller crier avec un mégaphone dans la rue.
Absolument. On définit avec une précision chirurgicale son client idéal, on comprend ses douleurs et on crée le chemin de miettes de pain pour qu'il vienne naturellement à nous. Et une fois que ce client-là est là, il y a des tactiques de vente abordées dans les documents qui changent toute la dynamique. L'une des plus fortes, c'est la rétro-planification. Au lieu d'essayer de convaincre le client de signer aujourd'hui en mettant de la pression artificielle, on inverse le processus. C'est une technique redoutable parce qu'elle est basée sur la réalité du client et non pas sur les objectifs du vendeur. On part de la date exacte où le client veut voir ses résultats finaux. Mettons qu'il dit « J'ai besoin que mon équipe soit opérationnelle sur ce logiciel en décembre ». Le stratège recule dans le calendrier. Il dit d'abord, pour que soit prêt en décembre, la formation doit se faire en novembre. Donc, l'intégration technique doit être finalisée en octobre. Ce qui veut dire qu'on doit commencer l'implantation initiale dans 2 semaines. Et là, soudainement, l'urgence de signer le contrat aujourd'hui, c'est plus une tactique de vendeur de chars usagés, c'est juste la suite logique et mathématique. C'est imparable. Et que se passe-t-il avec la fameuse objection du budget? Quand un prospect lâche la phrase fatidique « Je n'ai pas le budget pour ça », le réflexe normal, c'est de baisser les bras ou d'offrir un rabais qui détruit les marges. Paradoxalement, si un prospect dit qu'il n'a pas le budget pour cette offre précise, ça prouve qu'il a déjà réfléchi à une enveloppe budgétaire dans sa tête. La pire erreur, c'est de baisser son prix par panique. La bonne parade, selon nos experts, c'est d'accepter l'objection de face, de dire « Je comprends tout à fait. Pouvez-vous me dire quel est ce budget que vous avez en tête pour que je puisse ajuster nos services? » Ça force la transparence et ça relance la discussion sur des bases réelles. En parlant de bases réelles, nos notes mettent en garde contre une erreur d'ego monumentale. Vouloir conquérir le monde dès le jour 1. Avant d'être le meilleur au monde, il faut viser à être le meilleur de son quartier, Ensuite de sa ville, puis de sa province. L'unicité du service et le focus local extrême créent une fondation indestructible. Et tout ce plan d'expansion-là repose sur un dernier élément sous-estimé, la qualité de l'équipe humaine. La réussite d'une stratégie repose sur les humains qui vont l'exécuter les jours de pluie. C'est tellement vrai. Les compétences techniques, ça s'enseigne en quelques semaines. Mais l'attitude, la résilience, les fameux soft skills, c'est le ciment qui tient l'entreprise. Et pour gérer ces égos-là, au sein de l'équipe, il y a une technique de leadership fascinante dans les documents pour désamorcer les conflits. Le fameux « à mon opinion subjective ». L'astuce psychologique est brillante. Au lieu de dire d'un ton autoritaire « ton plan marketing est mauvais », le leader va dire « à mon opinion subjective, cette approche risque de nous éloigner de notre cible ». Ça abaisse immédiatement la garde de la personne, ça montre de l'humilité. Et ça permet de passer un message très ferme sur la direction à corriger sans étouffer l'innovation par la peur d'être jugé. Qu'est-ce que tout ça veut dire quand on prend un peu de recul? Si on synthétise cette montagne d'informations à travers la lentille d'Instruct 4, il devient évident que bâtir une entreprise solide, ça demande plus que de l'enthousiasme. La passion, ça construit pas les pièces du moteur. Exact. Ça exige un diagnostic clinique pour innover intelligemment, la création de systèmes rigoureux pour structurer la croissance et une équipe complémentaire qu'il faut former continuellement. Surtout, ça exige ce fameux plan de 12 à 36 mois ancré dans une réalité financière implacable. Et ça soulève une réflexion finale importante. Dans le monde des affaires, on parle beaucoup de parts de marché et de rentabilité. Mais la vraie richesse, telle que définie par les stratèges, c'est pas le statut social ou les bureaux immenses. C'est quoi alors? La définition ultime de la richesse d'affaires, c'est le nombre de jours où l'entreprise peut survivre, fonctionner normalement et continuer à croître si le dirigeant décide d'arrêter complètement de travailler aujourd'hui. Wow! C'est un changement de perspective majeur. Et si le but ultime de ce plan de croissance, c'était pas de travailler toujours plus fort pour amasser des millions, mais plutôt de structurer l'entreprise pour acheter la seule ressource qui se renouvelle jamais, le temps, la paix d'esprit et la liberté absolue de choisir comment occuper ses journées. C'est la véritable différence entre posséder un emploi stressant et posséder une véritable entreprise. C'est la ligne d'arrivée parfaite pour clôturer cette analyse. Au nom d'Instruct4 Inc., un immense merci à l'auditoire d'avoir suivi cette réflexion sur les vrais rouages de la croissance. Faut pas juste rester dans la théorie, hein? Think pour racheter son temps, utiliser la rétroplanification et commencer à structurer sa propre excellence dès aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle discussion stratégique.